Hello Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Réserviste dans l'armée, 43 ans, fonctionnaire territorial. Vous en pensez quoi cette histoire? Vous connaissez bien l'armée alors? Écoutez, bonjour à tous, bonjour à vous l'invité. Donc je vous ai écouté sagement, j'ai entendu du bien et du beaucoup moins bien. Écoutez, moi je suis depuis 12 ans réserviste. Donc je fais j'ai fait une vingtaine de Vigipirates donc sur toute la France, pas mal sur Paris. Donc je travaille énormément, je suis à la réserve avec des militaires d'actifs. Et je peux vous dire que c'est vrai qu'il peut y avoir une montée d'islamophobie au sein de l'armée. Mais quand on est de l'intérieur, après, vu de l'extérieur, j'entends bien ce que peut dire Monsieur Grandser. Hein. C'est sympa ce qu'il a dit. C'est vrai que la fin du service militaire a fait beaucoup de choses. Mais par contre, quand on est de l'intérieur et qu'on voit ce qui se passe dans l'armée française, je suis même pas étonné de voir des abrutis comme ce jeune de 23 ans. Pourquoi? Je suis même pas étonné. Parce que d'un côté, vous avez dans l'armée française, et encore une fois, j'étais sur un Vigipirate il y a 4 mois, donc je peux vous en parler. Quand vous voyez que des chambres, bon, c'est vrai que M. Grandser, je crois qu'il a dit que cet abruti était nourri, logé, blanchi par l'armée française. Oui. D'accord, mais il y a d'autres abrutis qui sont dans notre camp, qui ont d'autres couleurs, qui font partie, qui ont le même drapeau que cet abruti-là, qui eux-mêmes, sur mon avant-dernier Vigipirate à Paris, c'était au Fort de l'Est, vous aviez pas moins de 4 personnes barbus qui ont viré tous mes gars de la chambre, parce que c'était l'heure de la prière. Ils les ont virés de la chambre. Je peux vous garantir, c'est une scène que j'ai vécue. Mes premières classes. Olivier, c'est Sylvain. Ils venaient d'où justement? Ce sont des militaires de l'armée française. D'accord, militaires musulmans de l'armée française. Musulmans de l'armée française. Ils les ont virés, parce que les chambres de l'armée française sont des chambres d'administration. Oui. On n'a pas à y prier. On n'a pas à y prier que ce soit pour les catholiques, les juifs ou les musulmans. Et il y a un lieu de culte pour les musulmans dans la caserne? Moi, je peux vous garantir sur tous les lieux où je suis passé, où je passe encore, il y a tout ce qu'il faut pour les musulmans en France. Alors quand j'entends M. Zécry, moi je voulais intervenir justement au propos de M. Zécry, ce qui a été dit hier sur BFM TV. Qui dénonce la montée de l'islamophobie. Mais attendez, parce que Olivier, vous avez commencé votre propos en disant il y a une montée quand même des idées d'extrême droite. Comment vous l'avez vérifié, vous, ça, Olivier? Alors moi je l'ai vérifié justement sur le terrain parce que pour des petits jeunes, quand vous avez des jeunes qui sont idéalistes, qui rentrent à l'armée, oui, et que d'un coup on lui dit, ben non, tu es à l'armée française, mais tu vas manger des rations qui sont halal. Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, à l'armée française, je vous mets au défi de chercher et de trouver une ration qui n'est pas sans porc et halal. Il n'y en a pas, ça n'existe plus. Après, vous avez des petits jeunes comme ça qui sont un peu fragiles, qui rentrent à l'armée française parce qu'ils ont échappé au chômage. Moi, j'ai 43 ans, donc je suis juste réserviste. Je fais, au bas mot, c'est une cinquantaine de jours à 60 jours par an avec l'armée française, avec des militaires actifs. Donc vous êtes en train de me dire que l'armée française c'est communautarisé aussi, quoi, en fait, c'est ça? Ah ben bien sûr. Ah non, mais je vous garantis. Et ils avaient ces jeunes-là sur ce Vigipirate en Seine-Saint-Denis, là, donc au Fort de l'Est. Ils avaient tout simplement leur porte-parole qui était une première classe, une musulmane, très gentille au demeurant, et ils avaient leur porte-parole. Quand on a été voir, nous, sous-officiers, on a été voir le capitaine, et certains ont été voir le capitaine, des adjudants, en disant, mais on peut pas tolérer des gens qui mettent le tapis, ils se mettent en robe, et qui virent les gens parce qu'ils sont en train d'écouter la musique pendant leur moment de repos. Ouais. Et on peut pas... le capitaine a dit, écoutez, moi j'ai des ordres, qu'est-ce que je fasse? Écoutez, je sais pas, là, vous nous livrez un témoignage, ma foi, c'est ce que vous avez vécu. Non, mais je vous crois, Olivier, peut-être qu'il sera corroboré par d'autres personnes, effectivement, qui... Et donc, vous dites, cette communautarisation au sein de l'armée provoque non plus, comme avant, ce qu'on disait, un brassage, et puis tout le monde se retrouvait, et tout le monde était sur le même plan d'égalité, mais ça provoque un rejet de part et d'autre, quoi, aujourd'hui, cette communautarisation. Je crois que c'est M. Grandser qui a parlé de la fin de la conscription. Oui, c'est ça, du service militaire, ouais. Voilà, alors moi je l'ai vécu, parce que j'ai fait mon armée en 88, et j'ai fait 2 ans. Et en 88, il est vrai qu'il restait encore des petits vieux d'adjudants, majors, qui arrivaient de l'Indochine, il est vrai. Moi, j'ai connu ça à l'armée. Mais à cette époque-là, moi, je peux vous garantir que pendant mes 2 ans d'armée, après j'ai fini caporal-chef, pendant mes 2 ans d'armée, il y avait des Arabes. Excusez-moi, je suis obligé de dire arabe, mais c'est peut-être pris pour du racisme. Je suis d'accord avec monsieur l'agriculteur, je ne me rappelle plus son prénom. Voilà. Et bon, il y avait quelques juifs et il y avait des chrétiens, mais on était tous ensemble, il y avait personne qui parlait de religion. Et je peux vous garantir, moi j'avais 3 Arabes sous mes ordres et 3 Algériens sous mes ordres. Les 3 Français surtout. Ils étaient devant le drapeau français, ils chantaient la Marseillaise. Et donc aujourd'hui, ce que dit Olivier, c'est qu'on s'est communautarisé.
Je suis rentré dans l'armée très très jeune. C'était un petit peu un rêve d'enfant. J'ai mis toutes mes forces physiques et mentales pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que la vitrine de l'armée, l'image que la société civile entretenait de l'armée n'était pas du tout celle de la réelle armée, de l'arrière-boutique. Comme j'ai dit précédemment, j'ai mis toutes mes forces pour rentrer dans l'armée, mais j'ai aussi mis toutes mes forces pour en sortir. C'était une grande désillusion. C'était pas possible d'être fidèle à ça et de pouvoir se regarder dans un miroir en cautionnant ça, en acceptant ça. Il y a un sentiment assez bizarre dans l'armée en ce moment, depuis le début des années 2000, et ça monte crescendo, c'est de pire en pire, d'une sorte de ringardisation de la France, du patriotisme, de certaines valeurs qui faisaient autrefois la grandeur de la France. Pas la totalité des forces ne chante la Marseillaise pendant les couleurs. Si on affiche des couleurs françaises dans la chambre, c'est pareil, ça peut être mal vu, ce sera vu comme de la lèche. Par contre, dans les chambres d'à côté, on pouvait trouver drapeaux turcs, drapeaux marocains, tunisiens, algériens, congolais, sénégalais, tout sauf un drapeau français. Et là, par contre, ça pose aucun problème. L'armée se divise en plusieurs communautés. On va retrouver une communauté d'Africains, d'Afrique subsaharienne, une communauté de maghrébine, une communauté turque, une communauté juive aussi, et au milieu de tout ça, une communauté de personnes dites européennes, qui n'a aucune valeur, aucun poids, rien du tout. Et cette communauté centrale est influencée par tous ces petits satellites qui font pression aussi sur l'état-major, sur les ordres. Et cette communauté qui est donc générale, communauté de Français, est obligée de subir tout ça. Bien, par exemple, sur théâtre d'opération extérieure, nous étions 4 par chambrée. Et dans ma chambre, il se trouve qu'il y avait une personne d'origine sénégalaise de confession musulmane. Et cette personne était première classe, donc le grade le plus bas du militaire du rang. Et quand il faisait ses prières, il mettait tout le monde dehors. Et dans la chambre, il y avait un sergent, qui était un sous-officier, supérieur hiérarchique. C'était le chef de groupe et il le mettait dehors pour pouvoir faire sa prière tranquillement. Et avec cette même personne, on avait un frigo par chambre et j'ai eu la mauvaise idée de mettre du porc dans le frigo. Et il est venu me voir pour me demander de retirer le porc de là où il mettait sa nourriture. Donc je lui ai vivement recommandé d'entrer en contact avec la population masculine grecque, si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'est mal fini, on en est venu aux mains. Lui, il n'a absolument rien eu, mais moi j'ai été convoqué par l'officier qui m'a demandé de respecter les autres cultures. Un autre exemple, dans ce même pays, une foule de 40, 50 personnels civils, pas très contents, commençaient un petit peu à nous charger à l'arme blanche. Et le chef de section a demandé un tir de grenade lacrymogène avec un lance-grenade sur ces personnes. Et le tireur de cette arme-là était un Camerounais, il me semble. Il n'a pas voulu tirer en disant « je ne tire pas sur mes frères ». Un des personnels du véhicule a pris le lance-grenade, a tiré à sa place, et immédiatement il s'est fait frapper, alors qu'il était supérieur hiérarchique. Celui qui devait tirer était première classe, celui qui a tiré était caporal, mais il s'est quand même fait frapper, en disant « tu ne tires pas sur mes frères, tu ne tires pas sur mon peuple ». Et quelle a été la réaction des supérieurs ? Aucune. Aucune réaction. C'est une attitude qui, par le passé, aurait été très sévèrement réprimée ? Par le passé, oui. L'armée actuelle est en sous-effectif, recrute n'importe qui, et ne peut pas se permettre de faire sortir de l'institution ces personnes-là. Sinon, les effectifs de l'armée seraient largement réduits. Première classe un peu musclée, venant d'une cité un petit peu chaude de Paris, pourra aisément faire plier les décisions de l'officier supérieur. Ils ont peur. Mais peur de quoi ? Peur de la violence, peur de se faire taxer de certains mots. Si vous avez une querelle avec une personne d'origine subsaharienne ou turque ou n'importe quoi, vous aurez une querelle avec toutes les personnes d'origine subsaharienne ou turque. Et si ça ne suffit pas, vous aurez les personnes subsahariennes et les personnes turques. Vous aurez tout le monde. En revanche, la communauté européenne, non, là il n'y a aucune cohésion du tout. Dans la mesure où vous considérez que le problème numéro 1, visiblement d'après votre discours, du communautarisme concerne essentiellement les musulmans, est-ce qu'on peut légitimement se poser la question de la fidélité de ces effectifs dans le cas d'une opposition contre des populations musulmanes ? Je pense que le jour où ça arrivera, ces personnes-là ne seront pas fidèles à leur uniforme. On a déjà eu des signes, mais encore une fois, les états-majors ne veulent pas voir, ferment les yeux. C'est plus facile pour eux de
de faire comme si tout allait bien. Alors qu'à l'intérieur, tout va extrêmement mal. Tout va extrêmement mal. Mais ça, ils ne veulent pas le voir. Ils le cachent aussi, je pense, pour ne pas non plus souffler sur les braises. Parce que l'armée a quand même un lien assez étroit avec la politique, et ça pourrait faire monter certains partis politiques ou faire amener certains discours à l'Assemblée nationale. Et ça... Si, par malheur, imaginons, n'est-ce pas, l'hypothèse d'une guerre entre la France et l'Algérie, dans quel camp seraient les gens qui promènent des drapeaux algériens? Sur qui tireraient-ils? Bon, voilà. Alors, bon, sur le Car débat... c'est ça la guerre. Hein. Bon. La guerre, c'est tirer. Je regrette de le dire, c'est...